Voulez-vous cet accord? Non. Voulez-vous un no deal? Non. Que voulez-vous? Un bébé. Bonjour. Je m'appelle Fabienne. Je vous présente une vidéo qui fait suite à la précédente, que vous avez peut-être vue, l'apocalypse du Brexit. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à le faire. Aujourd'hui, nous voyons l'apocalypse du Brexit, saison 2. Vous y trouverez des interventions de François Asselineau, grand partisan du Frexit, de François Boulot, avocat et porte-parole des Gilets jaunes, d'Olivier Delamarche, économiste, et de bien d'autres. Toutes ces interventions sont extraites d'autres vidéos YouTube, dont vous trouverez les liens dans la description ci-dessous. Et maintenant, place au générique. L'Angleterre avait voulu entrer dans l'Union européenne. En 2016, le peuple a décidé d'en sortir, mais elle en reste prisonnière. Impossible de trouver la sortie. Parce que les députés du Parlement britannique font tout pour empêcher le Brexit, ou au moins le retarder. En particulier l'opposition travailliste, dont le leader, Jeremy Corbyn, avance des positions floues sur le sujet. Lors de notre première vidéo, sur l'apocalypse du Brexit, nous nous étions arrêtés au Ben Act. C'est-à-dire une loi, obligeant le Premier ministre britannique, à demander un report du Brexit, à l'Union européenne, si aucun accord n'était trouvé d'ici le 19 octobre, ou si un tel accord n'était pas approuvé par le Parlement. Boris Johnson avait indiqué, qu'il préférait mourir dans un fossé, plutôt que de formuler une telle demande. Il avait tenté de suspendre le Parlement. En vain. Cette suspension avait été jugée illégale. Il doit donc maintenant parvenir à un accord avec les 27, d'ici le 19 octobre. Il risque donc d'avoir du mal à tenir sa promesse d'une sortie le 31 octobre, avec ou sans accord. Écoutons ce qu'en pense Charles-Henri Gallois, contrôleur financier et membre de l'UPR, et François Boulot, avocat, et figure emblématique des Gilets jaunes. Justement, là, je pense qu'il faut avoir un petit peu d'optimisme, d'avoir une bonne note là-dessus. Je pense justement que le Royaume-Uni, une fois sorti, et c'est ce que redoute d'ailleurs l'Union européenne, vous avez vu qu'il y a des diplomates de l'Union européenne qui ont fait une confession à Darius Rochebin, qui est un journaliste de la RTS suisse, et qui ont dit que finalement ce qu'ils redoutaient plus dans le Brexit, c'est que le Royaume-Uni sorte et s'en sorte bien. Et c'est ce qui se passera, et ça va changer fondamentalement l'opinion politique en France. Si Boris Johnson respecte sa promesse, sortira à la fin du mois le 31 octobre, dans 1 an, 2 ans, 2 ans et demi, ça sera 2022, il n'est pas du tout exclu que l'opinion publique française et même européenne dans les autres pays ait évolué et que la question de la sortie de l'Union européenne soit sur le devant de la scène partout en Europe et en France. Parce que je suis de tout cœur avec nos amis britanniques et pour moi c'est carrément l'avenir démocratique de l'Europe qui joue au Royaume-Uni. Et si le Royaume-Uni sort bien de l'Union européenne, ils vont libérer démocratiquement justement tout le continent au fur et à mesure, puisque ça montrera la voie aux autres peuples. Moi, je souhaite que le Brexit produise cet effet positif, mais attention, les médias s'appliqueront, même si l'économie du Royaume-Uni est relancée, ils s'appliqueront à nous expliquer l'inverse en France et dans les autres pays. Ils auront de plus en plus de mal. Alors après, effectivement, ce sera peut-être un petit peu long, parce que la propagande va continuer, mais il va y avoir une grosse bataille d'information. Voilà. Et là, justement, il faudra être présent pour gagner. On en parlait, c'est aussi toute la vertu des Gilets jaunes ou d'autres mouvements d'éveiller la conscience politique des Français. Je pense qu'il y aura une bataille des idées à gagner à ce moment-là, justement, pour essayer de contrer cette propagande médiatique vis-à-vis du Royaume-Uni. Sur le Brexit, c'est très compliqué dans la mesure où Boris Johnson se bat contre tout le système et se bat contre son propre Parlement, qui est composé aux 3/4 de parlementaires favorables au maintien du Royaume-Uni dans le cadre de l'Union européenne. Et ce Parlement, justement, lui a lié les mains en faisant voter ce que les Anglais appellent un Surrender Bill, qui est finalement une loi qui oblige Boris Johnson à demander une extension pour éviter une sortie sans accord du Royaume-Uni le 31 octobre. Ce qui se passe, c'est que Boris Johnson reste droit dans ses bottes et quelque part churchillien sur cette affaire. Il a dit et redit que quoi qu'il arrive,
il sortirait le 31 octobre avec ou sans accord? Moi, très simplement pour dire que le peuple britannique s'est exprimé et qu'il faut respecter sa volonté tout simplement, et que les Britanniques, je pense, ne commettront pas la même erreur que nous avons commise en 2005, avec un vote non qui avait obtenu 55% des voix, et en 2008 on nous a dit qu'on en l'aurait quand même avec le traité de Lisbonne, et je pense que cette date de 2008 a marqué un point de rupture démocratique dans notre pays, et le mouvement des Gilets jaunes en est l'un des symptômes évidents. Mais le temps passe. Et on ne sait pas si Johnson arrivera à un accord, en un temps aussi court. Boris Johnson a promis le Brexit pour le 31 octobre, avec ou sans accord. Il préférera mourir dans un fossé, plutôt que de demander un nouveau délai à l'Union européenne. En Grande-Bretagne, tout le monde s'agite. Tout le monde se demande si Johnson tiendra son pari. Cela va être une course contre la montre. Allez, on démarre. Pour arriver à négocier un accord, avant le 31 octobre, il faut foncer. Alors fonçons. Il faut éviter un report du Brexit. It's a foolish game. Do you ever feel the same? Well, maybe we could change. Turn the ship another way. Feel it in the darkness. We're sailing right into those jagged cliffs. Yeah. Some say we've always been insane. Hey, life's a foolish game. Surprise, un accord a été trouvé à temps. Johnson a gagné son pari, après une négociation au pas de course. Les 27 ont accepté de renoncer au filet de sécurité pour l'Irlande du Nord. Now is the moment for us to get Brexit done, and then together to work on building our future partnership, which I think can be incredibly positive, both for the UK and for the EU. Sourire aux lèvres, il célèbre cet accord tout frais, passé avec l'Union européenne. Entre petites tapes amicales et poignées de main, l'heure est aux félicitations et à l'autocongratulation. C'est un bon accord pour notre pays, le Royaume-Uni, mais aussi pour nos amis européens. Nous allons pouvoir décider de notre futur, reprendre pleinement le contrôle de notre argent, de nos frontières, de nos lois, et nous allons relancer nos échanges commerciaux avec le monde entier. Bravo, merci. On va se terminer par s'arranger, je crois. J'espère. Ça va voter maintenant. Je crois. I want us to get Brexit done on Saturday. Let's get Brexit done. Mais ce n'est pas terminé. L'accord doit encore être ratifié par le Parlement britannique. Et ce n'est pas gagné. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire sur cet accord? On peut dire que Boris Johnson a obtenu des avancées tout à fait inattendues par rapport à Madame Theresa May. Il a obtenu l'accord des 27 autres États membres pour remettre en cause l'accord qui avait été signé avec Theresa May. Or, depuis que Boris Johnson était arrivé au 10 Downing Street, au poste de Premier ministre britannique, la position constante de l'Union européenne avait été de dire c'est l'accord de Theresa May ou rien. Boris Johnson a fait céder cette digue-là. Deuxièmement, il a obtenu, ce qui était presque inimaginable, la remise en cause de ce qu'on a appelé le backstop, c'est-à-dire ce problème entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande, qui, depuis l'accord dit du vendredi 5, qui date de 1998, depuis cet accord qui a prévu qu'il n'y aurait plus de frontières entre les deux Irlandes, eh bien, Madame Theresa May avait obtenu, ou avait mal négocié, un système qu'on appelait le backstop, où en fait, l'ensemble du Royaume-Uni restait dans l'union douanière de l'Union européenne, c'est-à-dire se moquer du monde. Bon. Monsieur Boris Johnson a obtenu une modification de ce système. A contrario, Boris Johnson a cédé d'autres choses aux Européens. Il a d'abord accepté
le principe du level playing field, comme on dit sur place, c'est-à-dire que les pays de l'Union européenne avaient une grande crainte que le Royaume-Uni, étant sorti du Brexit, fasse une concurrence importante en matière notamment de droit du travail, de baisse des cotisations sociales, une espèce de dumping social. Certains avaient parlé d'un Singapour sur Tamise, c'est-à-dire une espèce de pays qui pourrait siphonner beaucoup d'affaires à lui en étant beaucoup plus compétitif que les pays de l'Union européenne et que les normes de l'Union européenne. Boris Johnson, dans cet accord, s'est engagé à ce qu'il y ait une concurrence qui ne soit pas déraisonnable vis-à-vis, notamment sur le droit du travail, les cotisations sociales vis-à-vis des autres pays de l'Union européenne, ce qui est quand même un argument qu'il va faire valoir certainement auprès des travaillistes, des électeurs travaillistes qui craignaient justement que ce Brexit ne se traduise par un effondrement des protections sociales, si tant est qu'il y avait encore des protections sociales et qu'il y a encore des protections sociales dans les pays de l'Union européenne, parce que je rappelle quand même que le rapport des grandes orientations des politiques économiques fixées par la Commission consiste systématiquement justement à essayer de torpiller les protections sociales. Voilà. Monsieur Boris Johnson a également donné son accord à ce qu'il y ait un processus progressif jusqu'en 2020 de mise en œuvre de cet accord. Ce qui est certain, c'est que les choses ont brutalement avancé. On en est où maintenant? Maintenant, vous savez qu'il y a une loi qui s'appelle le Benn Act qui forçait Boris Johnson à obtenir un accord avant le 19 octobre. Boris Johnson l'a obtenu. Que va-t-il se passer? Ce qui va se passer, c'est que justement, demain, il va y avoir la réunion de la Chambre des communes et beaucoup d'observateurs s'interrogent sur la possibilité pour Boris Johnson d'obtenir la majorité pour cet accord. I will not negotiate a delay with the EU. And neither. Il avait promis qu'il ne solliciterait pas un nouveau report du Brexit, mais Boris Johnson s'est finalement plié au vote des députés britanniques. Alors qu'un amendement a été voté samedi à la Chambre des communes pour l'obliger à demander un report, le Premier ministre avait assuré qu'il trouverait un moyen de contourner le texte. Pendant la réunion de la Chambre des communes, des milliers de manifestants anti-Brexit réclament un nouveau référendum. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des manifestants favorables au Brexit. Ces manifestants luttent pour la sortie de l'UE comme les Gilets jaunes français. Ils aspirent à une vraie souveraineté nationale, seule capable de garantir les acquis sociaux. Ces Gilets jaunes britanniques luttent pour la mise en œuvre du référendum de 2016, et donc pour un retour de la démocratie, confisquée par un parlement européiste. Ils luttent pour un retour de l'indépendance de leur pays, la Grande-Bretagne. Nous sommes aujourd'hui le samedi 19 octobre, il est 22h, et je tiens à vous faire part de mes réactions suite à cette journée rocambolesque qui a eu lieu à la Chambre des communes à Londres. C'est aujourd'hui que devait avoir lieu le vote pour ou contre l'accord de sortie de l'Union européenne, le Brexit, que Boris Johnson avait obtenu à l'arrache avec les 27 autres pays de l'Union européenne. C'est ce que je vous expliquais hier. Ça devait être voté aujourd'hui, mais il y a un amendement qui a été voté avec une toute petite majorité, l'amendement Ledvin. Cet amendement est extravagant puisqu'il demande que le vote pour cet accord sur le Brexit soit reporté après que toutes les législations nécessaires aient été adoptées au Royaume-Uni pour que cet accord puisse être mis en place. Cette décision est un scandale démocratique absolu. Est-ce que l'on imagine ce que cela signifie? Cela signifie que lorsque l'on pose une question par référendum à un peuple, et lorsqu'il répond oui ou non, eh bien que pour mettre en œuvre la décision qu'il a prise, il faudrait auparavant que l'on modifie toute la législation pour se conformer à cette décision. C'est le contraire du bon sens. En réalité, les quelques 325 députés de la Chambre des communes britanniques qui ont voté cet amendement sont en fait, et je pèse mes mots, des eurofascistes. Ce sont des gens qui ne veulent pas le Brexit,
quelle que soit sa forme, Brexit avec accord ou Brexit sans accord, il refuse d'appliquer le vote de 17,4 millions d'électeurs britanniques, représentant 52% des électeurs ce jour-là de juin 2016. En fait, ce sont des fascistes, ce sont des totalitaristes, ce sont des gens qui refusent le suffrage universel. Et ils utilisent d'absolument toutes les machineries possibles, de toutes les ficelles possibles, de toutes les ruses, les roueries possibles, de tous les pièges et les traquenards pour empêcher le référendum de 2016 de produire ses effets. Monsieur Boris Johnson, normalement, doit demander un report. Il a toujours dit qu'il ne le ferait pas. Il est possible qu'il le fasse de façon formelle. Ça fait partie des rumeurs qui circulent en ce moment à Londres. Le Premier ministre, avant 23 heures ce soir, devrait envoyer une lettre demandant le report du Brexit à ses homologues britanniques. Mais il pourrait, c'est parmi les rumeurs qui circulent, Monsieur Boris Johnson enverrait cette lettre avant 23 heures pour satisfaire au Ben Act, mais dès demain enverrait une autre lettre pour dire qu'il renonce à la demande qu'il a faite la veille. Or, ceci n'est pas prévu par la loi. On en est là au royaume qui a inventé les libertés publiques. Au moment même où le Parlement se réunissait à Londres, il y avait d'ailleurs une manifestation des anti-Brexit. Les organisateurs parlent de 1 million de personnes. En réalité, il semble qu'il y avait peut-être 200 à 300 000 personnes, ce qui n'est pas mal, mais ce qui est moins que ce qu'il y avait eu en mars 2019, sensiblement moins, ce que les observateurs les plus honnêtes ont observé. Et puis, de toute façon, y aurait-il eu 1 million de manifestants? Ça n'est rien par rapport aux 17,4 millions de Britanniques qui ont voté pour le Brexit. Je souhaite que Boris Johnson tienne bon, parce qu'il a derrière lui une majorité de l'opinion publique britannique. Moi, ce que j'espère maintenant, c'est que la tension va déboucher sur un conflit majeur. Peut-être, sur la convocation d'élections générales, peut-être que les parlementaires britanniques vont être contraints par le principe de réalité à cette convocation. Ce qui est certain, c'est que les manifestants d'aujourd'hui qui réclamaient un deuxième référendum, d'abord étaient moins nombreux qu'en mars 2019, et deuxièmement, on ne joue pas avec des tricheurs. Il y en a assez de ces référendums qui doivent être refaits à chaque fois qu'ils donnent un mauvais résultat pour les européistes. Les Britanniques ont voté pour le Brexit, ils doivent avoir le Brexit. Oui, en fait, c'est un peu deux lettres, deux ambiances. Alors, première lettre qui est donc qui répond à une obligation légale. Boris Johnson envoie ce courrier au président du Conseil européen, Donald Tusk. Il y demande un report du Brexit au 31 janvier prochain. Pas de signature en bas de la page. Deuxième lettre qui accompagne la première. Là, il y a une signature et Boris Johnson estime dans cette lettre qu'un report du Brexit porterait atteinte aux intérêts de l'Union européenne et du Royaume-Uni. C'est donc une demande un peu schizophrénique qui remet en fait la balle dans le camp des 27. C'est donc à eux de se prononcer maintenant. Boris Johnson essaie une nouvelle fois de faire passer son accord à la Chambre des communes. Encore une fois, ça ne passe pas pour Boris Johnson. Cet après-midi, le président de la Chambre des communes a refusé de soumettre son accord au vote. Les circonstances d'aujourd'hui sont en substance les mêmes que celles de samedi. Par conséquent, je décide que la motion ne sera pas débattue aujourd'hui, car cela serait répétitif et désordonné. Après une longue journée de débat à Westminster mardi, les députés ont approuvé une deuxième lecture du projet de loi sur l'accord de retrait. Une première étape importante ouvrant la voie à l'étude du texte dans les détails. Ceux qui sont pour à droite 329, ceux qui sont contre à gauche 299. Donc ceux qui sont pour l'emportent. Mais lors du second vote qui portait sur le calendrier express proposé par Boris Johnson, les députés ont retoqué le texte avec seulement 14 voix de majorité. Ce calendrier prévoyait une approbation de la loi d'ici jeudi soir, délai jugé trop court par certains députés. Prenant acte, Boris Johnson a décidé de suspendre l'examen de son projet de loi sur le nouvel accord. Je parlerai aux États membres de l'Union européenne de leurs intentions jusqu'à ce qu'ils aient pris une décision. Tant qu'ils n'auront pas pris de décision, je pense que nous allons suspendre l'étude de ce projet de loi. Ainsi vont les choses à la Chambre des communes. Un coup, on dit d'accord, mais un autre on dit non, ou encore, on dit pas tout de suite. C'est un peu comme un téléphérique. Ça monte,
et ça descend. On attend à présent la décision des 27. Y aura-t-il report jusqu'au 31 janvier? Mes chers compatriotes, nous sommes aujourd'hui le lundi 28 octobre 2019 et cette journée a été marquée par un nouveau rebondissement sur le feuilleton interminable du Brexit. Les 27 États membres de l'Union européenne, à part le Royaume-Uni, ont donné leur accord par l'intermédiaire de leur ambassadeur à Bruxelles pour un report de 3 mois de la date du Brexit qui devait avoir lieu le 31 octobre et qui donc est reportée au 31 janvier 2020. Comment dirais-je, la procédure qui est imposée par les députés de la Chambre des communes, par une petite majorité de députés qui sont anti-Brexit et qui ont décidé de lutter contre la volonté majoritaire du peuple britannique, cette volonté n'a pas de fin. Parce qu'on pourra toujours imaginer des processus en cas de et ci et ça. En réalité, il fallait sortir de l'Union européenne beaucoup plus rapidement, et puis ensuite, comme disent les Anglais, there is another day. Il y a un autre jour, il y a un jour après, et puis au fur et à mesure des événements, le Royaume-Uni aurait trouvé des moyens d'entente avec les pays membres de l'Union européenne. Normalement, le Royaume-Uni aurait dû sortir le 29 mars dernier. Il y avait eu ces reports jusqu'au 31 octobre. Monsieur Macron et son ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, avaient dit à plusieurs reprises ça suffisait comme ça, il fallait arrêter avec ces reports successifs. Il suffisait qu'un seul État dise non pour qu'il n'y ait pas de report. Or, si la France, par exemple, avait dit non, nous sommes le 28 octobre, la date de sortie étant le 31 octobre, il n'y avait plus la possibilité de se retourner. Et donc, le 31 octobre à minuit, le Royaume-Uni sortait de l'Union européenne sans accord. Voilà. Les européistes ont voulu faire croire que les Britanniques voudraient soit un Brexit avec accord, soit pas de Brexit du tout. Mais non. Non. 54% des Britanniques, un sondage récent a montré, 54% des Britanniques préfèrent un Brexit sans accord plutôt que pas de Brexit. Donc les parlementaires britanniques s'opposent à la volonté populaire. Mais quand on s'oppose à la volonté populaire, ils devraient à ce moment-là se tourner vers le peuple souverain en demandant trancher. C'est ce que veut faire Boris Johnson. Boris Johnson avait promis le Brexit pour le 31 octobre. Il n'a pas pu tenir sa promesse. Il a donc décidé de présenter ses excuses au peuple britannique. En effet, il avait dit qu'il préférait mourir dans un cul de basse-fosse, plutôt que de demander un nouveau report du Brexit. Il se justifie sur Sky News, lors d'une interview de Sophie Ridge. Il explique qu'il a été contraint de demander ce report, en raison du Ben Act. Cette loi, votée par un parlement anti-Brexit, qui a tout fait pour lui mettre des bâtons dans les roues. Ils ont donné un accord de principe, au deal avec l'Union européenne, mais ils ont refusé le calendrier qu'ils proposaient. Et l'Union européenne a accordé un délai, jusqu'au 31 janvier 2020. You brought a deal back. MPs voted for it in principle, but then they voted. Then what did they do? They wanted voted more for time the to. Sorry, let me finish. Well, please. They voted for more time to scrutinise it. Finalement, les députés britanniques ont accepté la proposition de Boris Johnson d'organiser des élections le 31 décembre prochain. Les travaillistes, menés par Jeremy Corbyn, ont donné leur accord, puisqu'il n'y avait plus de risque de no deal. Voyons ce qu'en pense Olivier Delamarche et David Kayla, dans un large extrait de l'émission C'est Cash. Bonjour Olivier, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de C'est Cash, une émission consacrée cette semaine, Olivier, vous l'avez dit, au Brexit, 3 ans qu'il paralyse le Royaume-Uni. Le Brexit a été à nouveau reporté. La date est désormais fixée au 31 janvier 2020. En attendant, la Chambre des communes britannique a voté le 29 octobre en faveur de la tenue d'élections législatives anticipées, comme le souhaitait le Premier ministre britannique Boris Johnson. Le scrutin aura lieu le 12 décembre prochain. Alors Olivier, on l'a entendu, les 46 millions d'électeurs britanniques devront donc élire les 650 membres du Parlement britannique le 12 décembre prochain. Il risque gros, Boris Johnson ? Pas sûr. Moi, je pense que les Britanniques vont voter majoritairement pour Boris Johnson, qui est finalement le seul qui a fait quelque chose. Theresa May n'avait pas réussi à trouver un accord. Lui, depuis qu'il est arrivé, alors c'est vrai qu'il a, je dirais, la forme qui est un peu curieuse quelquefois, mais
Ça n'empêche qu'il a trouvé un accord avec les Européens et que toujours la même chose. Vous avez des grands démocrates qui essaient de torpiller tous les accords parce qu'ils veulent pas sortir. Mais c'est pas ce qu'a décidé le peuple de Grande-Bretagne qui, lors du référendum, a décidé majoritairement de sortir. Donc Boris Johnson avait dit qu'il sortirait le 31 octobre. Il n'a pas réussi à le faire parce qu'ils lui ont mis tous les bâtons dans les roues qu'ils pouvaient pour empêcher cet accord le 31 octobre. Là, il convoque des élections et il y a fort à parier pour qu'il les gagne. Et s'il les gagne, on sortira en effet dans la foulée, probablement d'ici le 31 janvier, avec l'accord qu'il a négocié, ou peut-être s'il a une très forte majorité, peut-être qu'il révisera encore une fois son accord. En attendant toujours qu'il se passe quelque chose, là on a probablement une sortie du Royaume-Uni. Et je dirais enfin, il n'est pas normal qu'on ne puisse pas se mettre autour d'une table à partir du moment où un pays ne veut plus être dans l'Europe et dans l'Union européenne et dans l'euro. Il n'y a pas de raison pour qu'on ne puisse pas, en adulte, se réunir autour d'une table, en discuter et trouver un accord pour que le pays en question sorte. Mais là, c'est pas l'Union européenne, c'est les travaillistes qui ont rejeté cet accord. Non, mais enfin bon, l'Union européenne a fait tout ce qu'il fallait aussi pour que ça ne sorte pas. Alors, ils ont des alliés du côté travailliste à la Chambre des députés anglaise, et qui essaie aussi par tous les moyens d'empêcher ça. Alors la date butoir, c'est le 31 janvier. En revanche, le Royaume-Uni pourrait sortir avant, en fin novembre ou fin décembre. C'est possible qu'il soit prêt avant? Non, ça m'étonnerait, parce qu'après, il y a des... ils vont essayer de toute façon de repousser le plus possible. Bon, il y a les élections, de toute façon, ça, c'est une chose. On verra bien les résultats des élections. C'est vrai que s'il y a une majorité importante pour Boris Johnson, ça va faciliter les choses pour que le Royaume-Uni sorte vite. Merci Olivier. On passe à la deuxième partie de cette émission. On continue de parler du Brexit avec David Kayla, membre des économistes atterrés et maître de conférence à l'Université d'Angers. Bonjour David Kayla. Bonjour. Merci de nous rejoindre sur le plateau de CKH. Bienvenue. Alors on l'a évoqué, la date butoir du Brexit a été fixée au 31 janvier. C'est le 3e report. Peut-on être sûr qu'il n'y aura pas d'autres reports? On peut être sûr de rien. C'est difficile d'être sûr alors que tout change chaque fois. Les élections du 12 décembre, elles sont déterminantes pour l'avenir du Brexit? Oui, bien sûr. Oui, il est évident que là, le problème, le souci qu'il y a depuis des mois, et les raisons pour lesquelles il y a eu des reports, c'est parce que Boris Johnson n'a plus de majorité. En fait, il y a toute une partie des députés conservateurs de la Chambre des communes qui ont rejeté l'accord, ou en tout cas qui sont très ambigus sur la question du Brexit. Et puis on a aussi un petit parti qui est essentiel à la majorité, qui est le DUP, les unionistes nord-irlandais, qui rejettent cet accord-là. Et donc, de fait, Boris Johnson se retrouve sans majorité. Et donc, l'enjeu des élections parlementaires, c'est bien de retrouver une majorité conservatrice. Ce qui, d'après les sondages, est possible. Mais je serais peut-être un peu moins optimiste que ce qui a été dit tout à l'heure, parce qu'il y a aussi un autre souci maintenant, c'est sur la droite de Boris Johnson. Il y a aussi le parti du pro-Brexit, en fait, qui est contre aussi cet accord. Et donc, il est possible qu'il n'y ait pas d'accord, parce qu'il était question qu'il y ait des accords avec ce parti en vue d'éviter la concurrence, au moment où Boris Johnson avait déjà prévu des élections en septembre. Mais là, le problème, c'est que s'il n'y a pas d'accord, eh bien, il est possible que ça fasse baisser de fait le poids du Parti conservateur. Et le mode de scrutin en anglais, c'est le premier parti, en fait, qui remporte l'élection. Ouais. Il n'y a pas de majorité absolue. Donc, il n'y a pas de second tour, en fait. Et ça veut dire que si les conservateurs ne sont pas majoritaires, eh bien, ils perdent le candidat, en fait. Ça veut dire, Olivier, est-ce que le risque d'un no deal est totalement écarté ? C'est jamais écarté. Maintenant, ce serait quand même assez surprenant et connaissant un peu les Anglais, ça m'étonnerait qu'ils aient apprécié tout ce qui s'est passé depuis des mois et des mois. Mais alors justement, vous évoquiez donc cet accord qui a été obtenu par Boris Johnson. Oui, in extremis. Pourquoi vous disiez que les pro-Brexit n'en voulaient pas? Pourquoi ils n'en voulaient pas? Qu'est-ce qui pose problème concrètement dans cet accord entre le Labour et les pro-Brexit? Les pro-Brexit durs. Alors il faut bien comprendre, il y a les pro-Brexit avec accord et puis les pro-Brexit durs qui veulent ne plus avoir aucune relation avec l'Union européenne. Alors le problème, c'est que les pro-Brexit durs ne souhaitent rien du tout. C'est-à-dire, ils ne souhaitent en fait que le droit britannique
que le droit européen ne s'applique plus du tout dans les îles britanniques, et il souhaite être totalement désengagé de l'Union européenne. Justement, David Kayla, si Brexit il y a en janvier prochain, il y a une période de transition qui devrait durer jusqu'en décembre 2020. C'est ça. Pendant ce temps-là, comment vont s'organiser les échanges entre le Royaume-Uni et l'Union européenne? Justement, l'accord prévoit que dans la période de transition, rien ne change. C'est-à-dire qu'on va négocier après l'accord définitif. Ça sera... Alors là encore, ça va dépendre des élections. Alors je voudrais qu'on s'intéresse à ces chiffres du National Institute of Economic and Social Research. Selon eux, l'accord de sortie de Boris Johnson coûtera à l'économie britannique environ 70 milliards de livres sterling dans les prochaines années. L'Institut admet cependant que ces chiffres sont entourés d'incertitudes économiques et politiques considérables, des chiffres qui dépendront notamment des relations commerciales que le Royaume-Uni établira après le Brexit. Et c'est ça finalement l'enjeu. Mais ces évaluations, pour moi, elles veulent absolument rien dire. Concrètement, on aime bien mettre des coûts en milliards, mais en réalité, déjà, les coûts sont pas globaux, ça dépend des secteurs, il va y en avoir qui vont gagner, d'autres qui vont perdre. Olivier ? C'est des calculs au doigt mouillé, c'est pour faire peur, on a toujours eu ça, c'est-à-dire dès le départ, d'ailleurs, le lendemain du référendum, on vous annonçait la fin du monde, on vous disait que ça allait coûter tant à l'économie britannique. Ils sont déjà pas capables de prévoir le PIB de l'année prochaine, donc leur demandez pas non plus de savoir combien ça va coûter à l'économie britannique et aux économies européennes. Mais si on va passer à cette citation de Michel Barnier dans un entretien au Figaro daté du 30 octobre dernier, le négociateur de l'UE a averti: l'accord que nous sommes prêts à discuter, c'est zéro tarif, zéro quota, zéro dumping. L'accès à nos marchés sera donc proportionnel aux engagements pris par rapport à des règles du jeu équitables et le Royaume-Uni devra respecter des règles du jeu équitable. Qu'est-ce que c'est? Ça signifie des règles du jeu équitable? Justement, on ne sait pas ce que ça signifie. Ça va dépendre. Là, on retrouve une stratégie de négociation où chacun essaie de tirer de son côté. On a peur en Europe que je dirais un Brexit réussi donne des idées à d'autres, et c'est uniquement ça. Au départ, la position, c'est au secours. Il y a une montée de la grogne vis-à-vis de l'Union européenne dans beaucoup de pays, pour différentes raisons, mais dans beaucoup de pays. Et là, tout d'un coup, les Anglais votent leur sortie. Alors, ils sont pas dans l'euro, donc c'est un petit peu moins gênant que s'ils l'étaient, mais ça n'empêche que ça crée un précédent, que pour une fois, on respecte ce qu'ont demandé les Anglais, ce qu'a demandé le peuple. Nous, on l'a pas fait, et puis beaucoup dans l'Union européenne ne l'ont pas fait depuis des années. Donc là, pour la première fois, on respecte ce que le peuple demande, et donc ça crée un précédent. Et donc ça a été la panique à l'Union européenne, qui se sont dit: oula, on va avoir une espèce de jurisprudence Brexit qui risque de donner des idées aux Italiens, aux Espagnols, et j'en passe. Merci beaucoup David Kayla d'être venu sur le plateau de CK. Je rappelle que vous êtes membre des économistes atterrés. David Kayla n'avait peut-être pas tort. En effet, les sondages sont plutôt favorables à Boris Johnson, mais Nigel Farage, le leader du parti pro-Brexit dur, avait menacé de présenter des candidats dans les circonscriptions où les conservateurs avaient des chances de gagner. Cela risquait de créer un nouveau Parlement, sans majorité claire pour le Brexit. Mais Boris Johnson ayant tenu des propos rassurants, il est revenu sur ses décisions, et se concentrera sur les circonscriptions, où il a des chances de battre les travaillistes anti-Brexit. Il y a donc une alliance implicite, entre les conservateurs, et le Brexit Party. On peut donc espérer, que la nouvelle Chambre des communes, dégagera une majorité importante en faveur du Brexit, et que le Royaume-Uni sortira enfin de l'Union européenne, et retrouvera ainsi son indépendance. Vous êtes peut-être d'accord avec ce qui a été dit. Vous n'êtes peut-être pas d'accord, mais vous avez écouté les arguments. Dans les deux éventualités, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, soyez gentils, mettez un petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas encore abonné à C'est dans l'air, vous pouvez le faire maintenant. C'est gratuit, et ça nous encourage.